Alors, on s'est déjà demandé pourquoi certains pays sont si riches alors que d'autres peinent à se développer, ou comment une décision prise à des centaines de kilomètres par une banque centrale peut influencer le prix de notre café du matin. Eh bien, la réponse à tout ça se trouve dans un domaine absolument passionnant, l'économie politique. C'est un peu la discipline qui nous donne les clés pour décoder le fonctionnement de nos sociétés. Et aujourd'hui, on va explorer ces bases ensemble. Tout, absolument tout, part de cette question. C'est la question fondamentale. D'un côté, nos besoins, nos envies, ils sont infinis. De l'autre, les ressources pour les satisfaire, qu'il s'agisse de temps, d'argent ou de matières premières, elles sont limitées. C'est ce qu'on appelle le dilemme de la rareté. Et ce casse-tête, il est partout, tout le temps, de la gestion du budget familial aux plus grandes politiques d'un État. Et attention, ce concept de rareté, ce n'est pas juste une idée philosophique. Non, c'est le véritable moteur de l'économie. C'est justement parce que tout est rare qu'on est obligé de faire des choix. Et c'est l'étude de la manière dont on fait ces choix, collectivement, qui est au cœur même de l'économie politique. On part donc de cette interrogation toute simple en apparence, et bam! Ça donne naissance à une discipline entière, à tout un champ d'études qui essaie depuis des siècles d'y apporter des réponses. Alors, cette fameuse discipline, l'économie politique, c'est quoi au juste? Pour vraiment la cerner, on ne peut pas la regarder sous un seul angle. C'est un peu comme un diamant, il faut le faire tourner pour voir toutes ses facettes. On va donc l'aborder à travers trois perspectives, trois grandes façons de penser, qui, ensemble, nous donneront une image bien plus complète. La première perspective, c'est celle de Phelps. Pour lui, il faut voir l'économie comme une grande mécanique. On se concentre sur les systèmes et les mécanismes en place, les lois, les institutions, les règles du jeu. En somme, tout ce que les sociétés inventent pour que ça tourne. C'est un peu une vision d'ingénieur qui cherche à comprendre les plans de la machine. Deuxième angle, celui de Raymond Barre. Ici, on change de casquette. On n'est plus l'ingénieur, on est plutôt le gestionnaire. Le mot-clé ici, c'est l'allocation. Comment est-ce qu'une société décide de répartir ses ressources? Qui reçoit quoi? Comment? Pourquoi? C'est vraiment la science des choix face à cette fameuse rareté. Et enfin, la troisième perspective, celle de Moscovitz, qui vient ajouter une dimension absolument cruciale, le pouvoir. Pour lui, l'économie, ce n'est jamais neutre. C'est un terrain où les relations sociales et surtout les rapports de force sont déterminants. C'est ce pouvoir qui façonne la production, la distribution et la consommation. En gros, cette approche nous force à poser la question qui dérange, à qui profite le système? Alors, si on mélange ces trois visions, la mécanique de Phelps, la gestion de Barre et les rapports de pouvoir de Moscou, on obtient une image bien plus riche. On comprend que l'économie politique s'intéresse à l'organisation de la société dans son ensemble. C'est de cette vision très large que sont nés ensuite des domaines plus spécialisés, comme l'économie du travail, l'économie du développement ou l'économie internationale. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée de ce qu'est l'économie politique, la question c'est comment on l'étudie en pratique. Parce qu'une économie, c'est incroyablement complexe, c'est un écheveu de milliards de décisions. Pour y voir plus clair, les économistes utilisent une sorte de zoom qui leur permet de changer d'échelle et de regarder les choses à différents niveaux. C'est justement cette métaphore du zoom qu'on va suivre pour explorer les trois principales échelles d'analyse en économie. On a donc, si on veut, trois objectifs différents. On a la vue de très très loin, la vue satellite, qui nous donne une image globale. Ça, c'est la macroéconomie. Ensuite, un niveau intermédiaire, un peu comme une carte régionale, c'est la mésoéconomie. Et enfin, on sort le microscope pour observer les plus petits détails, et ça, c'est la microéconomie. Alors commençons par les deux extrêmes de ce zoom, les deux approches les plus connues. La vue d'ensemble, la macro, et la vue de détail, la micro. La différence entre les deux est fondamentale. D'un côté, la macroéconomie, c'est l'économie vue du ciel. Elle s'intéresse aux grands indicateurs pour un pays entier, voire pour le monde. Le PIB, le taux de chômage, l'inflation. De l'autre côté, la microéconomie, elle, sort son microscope. Elle va analyser les décisions d'un seul acteur, un consommateur qui fait ses courses ou une entreprise qui décide de son prix de vente. Ce sont vraiment deux échelles, deux boîtes à outils et deux types de questions totalement différents. Et entre ces deux extrêmes, on a la mésoéconomie. C'est un niveau d'analyse qu'on oublie souvent, mais qui est pourtant essentiel. C'est lui qui fait le pont entre le micro et le macro. Pensez par exemple à l'économie d'une région en particulier ou d'un secteur industriel comme l'automobile. C'est à cette échelle qu'on peut vraiment voir comment la somme des décisions individuelles commence à créer les grandes tendances nationales. D'accord, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important de connaître ces différentes échelles? À quoi ça sert? Eh bien, le point le plus important à retenir, le voici. Aucune de ces perspectives n'est suffisante toute seule. Pour vraiment comprendre la complexité du monde économique, il faut savoir jongler en permanence entre ces échelles.
Il faut savoir dézoomer pour voir la vue d'ensemble et rezoomer pour comprendre les détails qu'il explique. C'est seulement en changeant d'objectif qu'on arrive à voir l'image complète. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, qui est peut-être la plus essentielle aujourd'hui. Face aux grands défis qui nous attendent, comme le changement climatique ou la montée des inégalités, quelle est la bonne échelle pour regarder et pour agir? Est-ce que la solution se trouve dans nos comportements individuels, à l'échelle micro? Est-ce qu'elle est au niveau des régions, à l'échelle méso? Ou faut-il absolument des accords mondiaux, à l'échelle macro? La réponse, bien sûr, n'est pas simple. Et c'est peut-être ça, le plus grand enjeu de l'économie politique de notre